Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Maria Serva, gérante du fonds Esprit du Luxe chez Skylar. Bonjour Maria. Alors, les soldes ont démarré hier. Bon voilà, c'est pas forcément le plus important, mais finalement, beaucoup de calme. C'est vrai que les grandes enseignes attendent aussi cet événement avec impatience parce que c'est aussi ce qui donne un petit peu le là des ventes. On va se pencher sur le secteur du luxe précisément, donc avec vous. L'année 2015 a été marquée par plusieurs éléments, mais par deux événements marquants. Tout d'abord, la poursuite du ralentissement chinois et également les attentats de Paris en novembre. C'était le 13 novembre. Deux facteurs susceptibles d'impacter ce secteur du luxe. Quelle a été, de façon générale, la performance du secteur sur l'année 2015 ? La performance, elle a été assez mitigée, c'est-à-dire que en bourse, la performance s'est faite sur la première partie de l'année sous l'impulsion de la baisse de l'euro, parce que c'est un secteur qui est exportateur et qui a une grosse partie de ses coûts en euros et vend en dollars. Premier élément. Ce qui fait que, en moyenne, l'effet devise sur la croissance du chiffre d'affaires des sociétés a été à peu près de 10% sur les 9 premiers mois de l'année. Ensuite, on a eu un premier à-coup au mois d'août, crack en Chine, dévaluation successive et crainte du ralentissement du consommateur chinois. Sachant que, comme je vous l'ai dit, l'impact de devise a entraîné un flux massif de touristes chinois en Europe qui ont consommé des produits de luxe parce que meilleur marché. Deuxième à-coup, ça a été, comme vous le mentionnez, les attentats en Europe et crainte également du ralentissement du tourisme. Ouais. Les attentats d'ailleurs, est-ce que les effets se sont fait ressentir, en tout cas au début, est-ce qu'on les ressent encore aujourd'hui ? Alors on n'a pas encore de chiffres officiels puisque les sociétés n'ont pas encore publié leur quatrième trimestre, il faudra attendre encore quelques semaines. Mais effectivement, le trafic en boutique a été beaucoup plus timide les semaines qui ont suivi. On a nos bureaux qui sont pas loin par exemple de l'avenue Montaigne et le trafic commence à reprendre depuis, je dirais, 2-3 semaines. C'est votre indicateur, vous regardez ce qui se passe dans la rue. C'est important d'aller voir les sociétés et de se rendre compte de ce qui se passe en magasin. Alors les touristes chinois, ce sont des grands consommateurs de luxe. Beaucoup d'ailleurs font leurs achats à l'étranger, pas spécialement dans leur pays, mais donc à l'étranger. Est-ce que vous pensez qu'ils vont reporter leurs achats à plus tard? Parce que finalement, là, on a peut-être une baisse de la fréquentation, finalement, notamment en France, qui est le deuxième destination luxe après New York. Exactement. Le consommateur chinois est très important puisque c'est en moyenne 30% de la consommation de produits de luxe. Et s'ils consomment moins en Europe, je pense qu'une partie pourra être reportée soit chez eux, soit en Corée ou encore au Japon. Parce que comme je vous le disais, s'ils sont venus en Europe consommer, c'est qu'on avait un écart de prix qui était assez conséquent. Bassant en Europe, on était à entre 140 et 160 en Asie. Donc ça pourrait être reporté dans d'autres régions, voire un peu plus tard en termes de voyage, puisqu'il faut en moyenne entre 3 mois et 6 mois pour préparer un voyage en Europe. Donc l'impact dans les chiffres des sociétés se verra sur le quatrième trimestre, c'est évident, et peut-être également sur le premier, mais je pense qu'à partir du deuxième trimestre, on devrait avoir une certaine normalisation. Alors en Chine, on a eu la mise en place de la loi anticorruption, le ralentissement des Chinois donc, qui se confirme. Donc la consommation là-bas, en revanche, en Chine, pourrait diminuer. Est-ce que le secteur du luxe, donc dans ce pays fortement consommateur de luxe, a les moyens finalement de trouver d'autres relais de croissance ? D'autres relais de croissance que la consommation en Chine, oui. Oui, bien sûr. Après, c'est simplement de savoir où le consommateur va aller consommer ces produits-là. Oui. Et donc, ça pourrait être où alors ? Je vous l'ai dit, en Europe un peu plus tard, en Corée et également au Japon. Mais d'un point de vue, on va dire, en dehors des magasins, est-ce qu'il y a par exemple le fait d'aller sur Internet, sur des choses, ça peut être d'autres relais par exemple ? Bien sûr, on a une société qu'on a en portefeuille qui fait partie de notre top 10 à laquelle on croit beaucoup, qui est Yoox, qui est un des leaders du secteur du luxe sur Internet. Et on voit que la façon de consommer a évolué, c'est-à-dire que les gens vont en boutique, vont consommer en boutique, mais vont également sur Internet pour faire leur... Ça c'est une tendance qui se confirme ? Oui, c'est encore un petit marché, c'est encore moins de 10% de la consommation de produits de luxe, mais qui croît à 2 chiffres. Oui. Alors, les pays les plus porteurs, vous avez parlé du Japon, de la Corée du Nord. Non, du Sud. Ouais. Du Sud, pardon. Oui, tout à fait. C'est sûr. Mais si on reste sur le consommateur chinois, qui est encore très important. C'est, on va dire, ça peut être les pays à venir qui pourraient justement être les plus porteurs sur le secteur du luxe ou c'est encore assez marginal ? C'est pas marginal, c'est pas.
On n'est pas sur des niveaux de croissance comme ceux de l'Europe, mais ça pourrait être un relais du moins à court terme avant que la dynamique ne reprenne en Europe. Parce qu'on a également le fait de consommer des marques européennes en Europe qui est important en termes de valeur statutaire pour des consommateurs asiatiques. Alors on parle aussi beaucoup donc, de la digitalisation de l'économie, les objets connectés. Vous avez parlé donc, du site Yoox, qui est une autre façon peut-être de consommer du luxe. Il y a de nouveaux arrivants donc, sur ce marché indépendamment donc, des sites internet, mais donc des produits de luxe qui sont dans cette économie digitale. Est-ce que vous avez repéré quelques acteurs qui pourraient être intéressants? Dans le digital? Voilà, dans le digital, avec ce côté donc luxe. Par exemple, on pense peut-être à Apple qui a une façon d'apporter les objets connectés, mais qui sont très chers, qui rentrent un peu dans cette catégorie luxe. On a justement sur le fonds luxe dont je m'occupe élargi l'univers d'investissement et on a d'autres sous-secteurs de marché pour lesquels on peut retrouver des sociétés qui répondent aux critères du luxe. Et Apple en fait partie. Apple est une marque forte et on a par exemple un partenariat qui est assez intéressant entre Apple et Hermès puisqu'ils ont développé une montre en parallèle, Hermès s'occupant bien sûr des bracelets, qui est vendue aussi bien chez Hermès que chez Apple. Donc la montre connectée avec le bracelet Hermès. Voilà. C'est pour Apple. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui pourraient être dans ce même type intéressant à regarder, sur lesquels on peut se pencher? Dans notre univers, sur la partie connectée, ça se limite et tech, ça se limite essentiellement à Apple. Vous avez également, donc l'année 2015, vous avez donc plusieurs sociétés en portefeuille. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu s'il y a eu, vous disiez qu'il y a la première partie de l'année, la performance a été faite sur la première partie de l'année, deuxième partie plus difficile. Est-ce qu'il y a eu des mouvements qui ont été opérés, de l'arbitrage? Parlez-nous donc de ce que vous avez fait sur le fond. Alors, on était positionné sur la première partie de l'année sur les leaders du secteur et on a au fur et à mesure fait évoluer l'univers et on s'est porté sur notamment du luxe en ligne avec Yoox. On a également augmenté notre pondération sur le secteur du sport avec Adidas ou encore Nike. Qui là aussi rentre dans le domaine luxe alors? Oui, parce que notre univers d'investissement, c'est le luxe, mais on l'a élargi aux valeurs premium, aux marques fortes, et également à des secteurs qui ne sont pas ceux qu'on peut avoir en tête quand on pense luxe, LVMH, Richemont ou encore Kering, comme les cosmétiques, la mode et maroquinerie ou la joaillerie, mais également l'hôtellerie, l'automobile ou encore la tech. Ouais. Quelles sont aujourd'hui les valeurs qui sont les plus intéressantes selon vous, pour l'année 2016 en tout cas? Pour l'année 2016, alors on reste positionné sur le sport, toujours avec Adidas. On a entré en portefeuille également des sociétés opérant sur le secteur des croisiéristes. Ouais. C'est-à-dire avec Carnival par exemple, sur fond d'un pétrole faible. Et on a légèrement baissé notre pondération sur les leaders du secteur, donc LVMH, Kering, Richemont par exemple, sur fond de crainte du tourisme en Europe. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'ils pâtissent en premier lieu de cette baisse du tourisme, du ralentissement chinois également. Pourtant, ce sont des valeurs qui ont baissé déjà sur l'année 2015. Ils continuent à baisser. Ils continuent à baisser. Donc, 2016. C'est pas un bon point d'entrée selon vous? En termes de valorisation, je pense pour un investisseur qui a le temps, ce sont des points d'entrée, LVMH sous 140 €, sont des points d'entrée vraiment intéressants quand vous regardez en termes de valo. On est en dessous des moyennes historiques, des moyennes en tout cas sur les 5 dernières années. Donc je pense que les points d'entrée peuvent être intéressants, ou du moins pour commencer à constituer des lignes. Ouais. Mais donc pour autant, vous sortez progressivement de ces valeurs-là? On a commencé déjà en fait, on a commencé sur le mois de novembre à réduire notre pondération sur ce secteur. D'accord, et vous comptez repondérer ces valeurs ou au contraire, vraiment, c'est pas du tout la tendance? Si. En revanche, on a besoin, c'est un secteur où on n'aime pas l'incertitude en termes de croissance du chiffre d'affaires et on a besoin d'avoir un peu plus de couleurs. Les résultats du 4e trimestre arrivent dans quelques semaines et on a besoin d'un peu plus, encore une fois, de couleurs pour se repositionner. Mais en termes de valorisation, effectivement, les points d'entrée commencent à être intéressants. Donc là, aujourd'hui, vous jouez plutôt, on va dire, des valeurs comme Yoox, vous avez parlé, Adidas, Carnival, donc qui ne sont pas forcément les valeurs auxquelles on pense quand on pense luxe. Exactement. Et vous sous-pondérez un petit peu, donc du coup, on va dire les leaders du secteur comme Kering ou LVMH. C'est un petit peu la tendance pour 2016, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup Maria Serva, donc gérante du fonds Esprit du Luxe chez Skylar.
Skylar. Vous restez avec nous, on va justement parler de ce fonds précisément, quelle est la stratégie de gestion sur Esprit de Luxe. À tout de suite.